Dans les manipulations qui suivent, on va essayer d'étudier l'influence de la concentration d'un réactif sur la vitesse d'une réaction chimique. Alors, la réaction qu'on va étudier ici, c'est la réaction entre le thiosulfate de sodium, c'est-à-dire le Na2S2O3, et le HCl. Alors, on voit ici que la réaction entre les deux réactifs produit du soufre. Alors, le soufre solide, on va s'en servir ici pour analyser la vitesse de notre réaction. Parce que le soufre étant un solide, il va se produire tranquillement, il va se former tranquillement et va rester en suspension dans notre solution. Et c'est cette suspension-là qui va rendre la solution opaque. Alors, à mesure que la solution va devenir opaque, on va de plus en plus perdre sa transparence et on va se servir de ça pour mesurer un temps donné. Donc ici, on a nos deux solutions. La solution de Na2S2O3, j'en ai 100 ml et j'ai mon HCl qui a cette fois-ci la concentration de 2 mol par litre. On veut voir la réaction qui va se produire entre les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est au même moment, on va mélanger les deux. Je vais partir tout de suite le barreau aimanté pour que nos solutions puissent donc se mélanger puis rester homogènes. Et on va calculer le temps que ça prend pour que la solution devienne opaque. La solution qui va devenir opaque, dans le fond, lorsque on va perdre la vision du petit ruban rouge qui est en arrière. Alors, on va voir que à mesure que la réaction se produit, on a une diminution de la visibilité là-dedans. Alors, en même temps que je vais mélanger mes solutions, je vais partir mon chronomètre ici qui est à 0. Alors, on y va ici. On mélange et à l'instant suivant, je vais commencer par mon HCl. Évidemment, la réaction n'est pas commencée en ce moment. Et au moment où j'ajoute mon Na2SO3, je pars mon chronomètre. Alors, on y va. J'ajoute ceci et je pars mon chronomètre. Le temps commence à s'écouler. Alors, on voit très bien à travers la solution que c'est absolument limpide. Mais si on attend un petit peu, à mesure que la réaction va se faire, on va voir que, puis là ça commence peut-être à apparaître un petit peu, on voit, oui, qu'il y a un certain voile qui se fait à l'intérieur de la solution. On est en ce moment à 1 minute 9 secondes, 1 minute 15 secondes, 16 secondes. On voit que ça commence sérieusement ici à devenir opaque. On va attendre de perdre complètement là, la visibilité. Donc ici, la raison, comme on l'a expliqué plus tôt, la raison pour laquelle ça devient opaque, c'est que vous avez formation de soufre à l'intérieur de la solution qui est dans le fond en suspension. C'est un solide en suspension. Alors là, on peut dire que le morceau, on le voit sur le dessus, mais à travers la solution, on ne le voit plus. En réalité, on voit encore le petit morceau, mais c'est parce qu'il est un petit peu trop haut. Alors, on le voit au-dessus de la solution, mais à travers la solution, on ne le voit plus. Donc, on va faire un deuxième essai ici, mais cette fois-ci avec du HCl de concentration 1 mol par litre. Alors, puisqu'au départ, je n'avais que du HCl de concentration 2 mol par litre, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai tout simplement pris 15 millilitres de mon HCl, 2 mol par litre, et je vais tout simplement rajouter de l'eau distillée. Alors, en rajoutant de l'eau distillée ici, jusqu'à 30 millilitres, j'aurai coupé de moitié. Si on regarde ici, on n'a pas tout à fait 30 millilitres. On en ajoute un petit peu encore. Alors, ici, j'ai donc 30 millilitres de HCl. Et puis, j'ai le même Na2S2O3 que tantôt. Et on va refaire l'expérience avec ceci. Alors, dans le fond, l'expérience, on a divisé par 2 la concentration de HCl, mais on a gardé la même concentration de Na2S2O3. On va remettre notre chronomètre à 0 et on va essayer de partir notre solution, notre mélange, comme tantôt, au même moment. Alors, je vais mettre mon HCl en premier. Je vais partir l'agitation. Et on va essayer de voir ça d'un petit peu plus près. Alors, j'ajoute ici mon Na2S2O3 et je pars mon chronomètre.
Donc, comme tantôt, on voit que la solution est parfaitement limpide au départ. Là, mon temps commence à s'écouler. Alors, la solution est limpide. Là, j'ai baissé un petit peu mon ruban rouge pour qu'on le voit mieux. Et là, on va attendre que la solution devienne parfaitement opaque. Alors, on attend un petit peu. Alors, on peut voir ici que la solution commence à se voiler. Si on regarde le temps que ça a pris jusqu'à maintenant, 1 minute 27, 1 minute 28, mais on voit encore à travers la solution. Alors, la réaction n'est pas terminée. On va attendre encore un petit peu. Alors, on peut dire ici que notre solution est rendue opaque et le temps de réaction, ça sera donc ici de 153 secondes. Alors, pour mon troisième essai, j'ai maintenant mon 100 ml de Na2S2O3, le même, mais cette fois-ci, le HCl, c'est du 0,5 mol par litre. Alors, ce HCl-là, il a été préparé en prenant 15 ml de la solution initiale et en diluant jusqu'à 60 ml, puis j'en garde seulement 30 de ces 60-là. Alors, on y va, j'ajoute et je commence le compte à rebours. Donc, on y va. Alors, mon temps commence ici à 0. Et donc, on va attendre que notre solution devienne opaque comme tantôt. Alors, théoriquement, plus ma concentration diminue, même si c'est la concentration d'un des deux réactifs, la réaction devrait être évidemment plus lente. Donc, le temps de réaction devrait être plus grand. Alors, on commence même pas à voir la solution qui devient plus opaque. Alors, je vais reprendre la vidéo un petit peu plus tard. Donc, ici, on voit à peine à travers la solution, mais on pourrait considérer que ma solution est rendue opaque à ce moment-ci. Alors, un petit mot sur les dilutions maintenant. Alors, on a ici une solution. En réalité, c'est simplement de l'eau colorée. J'en ai 50 ml de cette solution-là. On va supposer que ma concentration, elle est de 10 mol par litre. Alors, on va supposer cette concentration-là de 10 mol par litre. On sait qu'une dilution, c'est de prendre une solution concentrée et de faire une solution qui est plus diluée. Alors, par exemple, si je prends de l'eau, alors j'ai de l'eau distillée ici. De l'eau distillée, je prends ma solution initiale, j'ai 50 ml de solution et je porte mon volume total à 100 ml. Donc, j'ajoute 50 ml d'eau, donc je double mon volume. Alors ici, ce qui arrive, évidemment, il faudrait homogénéiser comme il faut. Là, ici, j'ai maintenant 100 ml de ma solution, mais c'est maintenant une solution de concentration qui est coupée par un facteur de 2. Alors, si moi, j'avais cette solution-là ici, alors que je la mets dans mon bécher, ben dans mon bécher, j'ai maintenant, si ma solution de départ était de 10 mol par litre, cette solution-là est de 5 mol par litre. Maintenant, si je prends encore une fois une certaine quantité de cette solution-là, 5 mol par litre, j'en reprends un 50 ml par exemple. Alors, je prends 50 ml de la solution qui a déjà été divisée par un facteur de 2. Donc, cette solution-là, elle a une concentration donc de 5 mol par litre. Alors, si j'ajoute à nouveau, je dilue par un facteur de 2, donc je rajoute un 50 ml d'eau. Et là, je suis rendu ici à 100 ml d'eau. Donc, si j'homogénise comme il faut, ben, cette concentration-là, elle est à nouveau divisée par 2. Alors, la concentration qui était au départ de 10,
mol par litre, qui est rendu à 5 mol par litre dans ce bécher-là, parce que c'est ma première dilution. Alors, ma deuxième dilution a encore coupé par 2 ma concentration par un facteur de 2. Alors, on coupe à chaque fois par un facteur de 2 ma concentration. Alors, je suis rendu ici à une concentration de 2,5 mol par litre. Alors évidemment, ici c'est ma concentration pas de départ, mais diluée une fois. Si je me débarrasse de cette solution-là, que je récupère cette solution-là ici, alors dans mon bécher, j'aurai donc maintenant une solution de concentration de 2,5 mol par litre. Alors dans mon bécher, donc une solution de concentration de 2,5 mol par litre. Et si je reprenais ici donc 50 ml de cette solution-là, alors qui est maintenant 2,5 mol par litre, alors j'en ai 50 ml ici, et évidemment, en refaisant une dilution 2 pour 1, en doublant le volume, ici, et voilà, en doublant, je vais aller un petit peu rapidement, j'ai pas dépassé une chance, donc normalement on fait ça avec plus de soin, mais là je suis rendu à un volume de 100 ml, mais là 100 ml, par rapport à ma solution initiale qui en avait 50, j'ai donc doublé mon volume. Donc en doublant mon volume, je viens de diviser par 2 ma concentration, qui est maintenant ici de 1,5 mol par litre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des dilutions successives. Alors je suis passé, parce que je faisais une dilution par un facteur de 2, je suis passé de 10 mol par litre, par la suite à 5 mol par litre, par la suite à 2,5 mol par litre, et finalement, celle-là, cette solution-là, elle a une concentration de 1,5 mol par litre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle faire des dilutions successives par un facteur de 2. Évidemment, on pourrait à chaque fois prendre une solution concentrée, simplement prendre 10 millilitres et amener ça à 100 millilitres. Là, on ferait une dilution par un facteur de 10. Donc, à chaque fois, la concentration est divisée par 10. Évidemment, on peut faire les calculs de ça avec une formule, malgré que c'est très simple, là, parce que le volume et la concentration, c'est inversement proportionnel, mais on peut utiliser la formule C1V1 est égal à C2V2 pour calculer là, notre nouvelle concentration. Maintenant, en exercice, ça serait intéressant que vous fassiez le graphique du temps que ça a pris pour que la réaction soit complète. Alors, le graphique du temps en fonction de la concentration de notre HCl en mol par litre. Alors, on va voir la relation donc que ça nous donne et on va voir l'effet d'un changement de concentration ici. Maintenant, une autre chose intéressante, ça serait de convertir nos temps, alors les temps de réaction, mais les convertir en vitesse de réaction. Alors, il faut savoir que, ça a été évalué environ, que lorsque la réaction est terminée, lorsque la solution devient opaque, il y a environ 200 mg de soufre qui se forme. Alors, c'est possible à ce moment-là de calculer une vitesse, et la vitesse, elle serait ici exprimée en milligrammes par seconde, simplement en divisant nos 200 mg par le nombre de secondes qu'on a, et on peut à ce moment-là tracer le graphique. Alors, le graphique qu'on pourra tracer ici, c'est un graphique de la vitesse, qui est en milligrammes par seconde, en fonction, encore une fois, de la concentration du HCl en mol par litre. Alors, la vitesse, si on le calcule correctement, ne devrait pas dépasser, ici on le voit là, sur l'axe des ordonnées, ne devrait pas dépasser 2 mg par seconde.